Ah, t'as filmé? Ouais, je les ai en vidéo, ouais. Enfin, on voit la fin, ouais, quand ils sautent. Attends, Ouais, que je d'accord. retrouve. Ouais, ici, on les voit un peu. Bon, là, on voit rien. Hein. Là, en bas. Mmh. Comme des marcassins Ah sauteurs, bah ouais. ouais, ouais, il saute. Ouais. D'une part, je suis très heureux parce que c'est vraiment un prix qui est pensé comme un encouragement et comme une sorte de promesse pour la suite, qui je trouve correspond bien à l'état d'esprit de ce que j'essaye de faire dans mes courts-métrages, c'est-à-dire essayer de trouver un ton, une forme, de trouver aussi un univers et de cheminer peu à peu vers une narration un peu plus ample, donc qui est le chemin vers le long métrage. Et alors en recevant le prix, j'ai découvert un petit texte de Jean Vigo dans lequel je me suis bien retrouvé. C'est un petit texte qu'il a écrit dans les années 30 où il défend l'idée du cinéma comme possibilité de filmer d'un point de vue documenté et avec une dimension documentaire, et où il dit la caméra est roi, dans l'optique de révéler quelque chose du banal, du hasard, des personnes, des lieux. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire moi avec mes films, donc en plaçant des personnages dans la forêt, des promeneurs, c'est un peu des films d'énergie de promeneurs, où le banal aussi des dialogues traverse cet univers-là, et aussi une sentimentalité par rapport à la forêt, donc un lieu qui est important pour moi, mais qui est aussi important pour les personnages que je filme. C'est bien l'été ici, pour se promener, faire des siestes au soleil. Ouais, ouais, j'aimerais bien, mais j'attire vachement les moustiques, moi, donc... Alors j'ai fait beaucoup de films autoproduits avant, mais qui sont voilà, des films un peu plus jeunes, pas forcément réussis, mais dans lesquels j'ai pu explorer tout un tas de choses. Mais j'estime avoir trouvé mes formes, enfin en tout cas une forme et un univers de cinéma à partir de mon film que j'ai fait avec le Grec. Donc Les Fleurs Blanches et la Lune. J'ai fait des films un peu plus expérimentaux, enfin, je travaillais un peu tous les ans, quasiment tous les ans j'étais sur un projet de film comme ça. Alors ce n'est pas forcément des films que j'ai envie de montrer, mais c'est des films dans lesquels j'ai appris la technique, j'ai expérimenté des choses, ce qui m'a amené aussi à acheter mon propre matériel avant de faire mes 3 derniers films, donc parce que je suis autonome au niveau du matériel aussi, en ayant acheté une vieille caméra et en ayant beaucoup traîné en fait sur internet, en regardant comment on faisait un peu les chefs opérateurs. Donc c'était vraiment un apprentissage comme ça, puisque j'ai pas fait d'école de cinéma, donc ça a été vraiment un peu bricolage comme ça, jusqu'à ce que je trouve une forme qui me plaise bien, et je m'y tiens depuis 3 films. Alors, la naissance du projet, elle vient un peu de l'enthousiasme que j'avais eu à cause de la réception qu'avait eu Et quand l'on viendra à côté court, ce qui était une grande surprise pour moi, parce que bon, mes films circulaient un petit peu, mais ça restait quand même assez discret. Et ce film-là a eu un bel écho à côté court. D'ailleurs, il a quasiment été montré qu'à côté court, et puis en Corse. Et puis j'avais des envies aussi de filmer des gens, des amis, parce que mon désir aussi de cinéma, il vient aussi de pas forcément filmer des acteurs. Alors il y a Édouard Sulpice, avec qui j'aime beaucoup travailler, donc que ce soit dans Et quand l'eau viendra, ou c'est quelqu'un de ma famille, un ami. Voilà, il y avait aussi quelqu'un de ma famille dans Belle Compagno, c'était vraiment ma cousine. Et puis ce troisième personnage, Simon, qui est un ami que j'ai rencontré à Paris, dans une épicerie, quoi. Donc il y a aussi ce désir-là, et après, c'est la même musique que dans Et quand l'eau viendra, c'est un peu la même histoire, si ce n'est que... mais ça, c'est un peu le hasard, c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que j'avais écrit une version du film, et une semaine avant qu'on tourne, ils ont rasé une partie de la forêt. Donc ça a changé nécessairement le film. Du coup, ce film, c'était aussi une façon pour moi de digérer ça, parce que c'était un lieu auquel j'étais très attaché, qui avait déjà été menacé dans l'autre film, et là, cette fois-ci, c'était une vraie coupe, quoi. Donc c'est très ancré dans un territoire, un pays, et voilà, et ce qui me lie à cet endroit aussi. Et du coup, qu'est-ce qui lie ces promeneurs à des lieux, et voilà, les émotions qu'on peut avoir là-dedans, de façon assez sensorielle quand même. C'est un peu le désir de cinéma est quand même assez sensoriel, quoi. Oh, quel calme ici. Ouais, c'est comme un refuge. Là, je crois que je me suis vraiment perdu pour de bon. Bah, je pense aussi que moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter au climat parisien. Donc j'ai souffert assez longtemps de la vie dans la ville, hein, très concrètement. Moi, j'avais l'habitude de me promener dans la forêt
un peu tout le temps. Et donc du coup, peut-être qu'il y avait un peu une sorte de quelque chose un peu contrarié à cet endroit-là, de le cinéma m'appelle à Paris, et en même temps, il y a cette envie de rester là-bas. Donc je pense que ça a dû jouer dans le fait de tourner là-bas. Et après, il y a des choses aussi très concrètes, c'est que, hormis Les Flamands chez la Lune, c'est des films très autoproduits, mais j'écris les films sur les lieux. Donc Les Flamands chez la Lune, j'ai eu l'idée en me promenant sur la colline pendant le confinement, et j'imaginais tout à coup cette histoire d'amour, ça me plaisait. Et pour les deux autres films, Et quand l'eau viendra et Belle Compagnon, donc qui sont autoproduits, c'est des films qui sont tournés sur très peu de temps. Enfin, c'est-à-dire que Et quand l'eau viendra, c'est 2 jours, Belle Compagnon, c'est 3 jours. Donc c'est vraiment très peu pour un film de 30 minutes. C'est possible aussi parce que je connais très bien les lieux et qu'avant de tourner, je passe quasiment 2 semaines dans la forêt en fait, à savoir où est-ce que je vais placer la caméra, comment on va faire les scènes, et à essayer de trouver pas les endroits qui me plaisent le plus parce qu'ils sont les plus jolis, mais trouver les endroits qui font le plus de sens pour moi. Ma nièce qui habite à quelques kilomètres là, Mhm. et puis qui me dit tiens va te balader, là il y a un bois au-dessus sympa, et ils doivent faire une coupe assez sévère de résineux. Elle m'a parlé d'une chose comme ça, Ah ouais. tu as peut-être entendu parler. Bah alors c'est vrai que j'ai eu des expériences assez différentes sur les 3 films. Sur Les Flamands chez la Lune, c'était très écrit. On en avait pas mal discuté avec le comédien Édouard Sulpice. Et sur Et quand l'eau viendra, j'avais écrit un texte assez précis. Mais donc je faisais jouer Philippe Paulet-Villard, qui avait un peu été acteur et qui connaissait. Et je comptais un peu sur lui pour aider, parce que je faisais jouer mon oncle, qui lui n'avait jamais fait ça. Il acceptait un petit peu pour me faire plaisir. Et en fait, Philippe Paulet-Villard n'a rien appris. Ils sont arrivés et ils ont commencé comme ça, cette espèce d'énergie un peu débordante, avec une vague idée de ce que je leur avais écrit. Et pour le coup, il y avait pas mal d'improvisation autour de motifs que je leur avais décrits. Sur Belle Compagnon, c'était plus écrit. Après, j'écris toujours des dialogues et je laisse les acteurs et non-acteurs, en l'occurrence, s'approprier le phrasé. Et par exemple, dans Belle Compagnon, le 3e personnage, à un moment, il raconte une histoire avec des marcassins et des sangliers. Donc un truc qui m'est vraiment arrivé un mois avant le tournage. Donc je trouvais ça très beau de raconter comme ça quelque chose qu'on ne voit pas. Il l'a raconté à sa façon et moi, je l'ai jamais aussi bien raconté que lui. Donc c'est aussi un peu cette magie-là, moi, que j'aime bien chercher, quoi. Quand, je sais pas, quand le personnage féminin, il parle du soleil qui se couche derrière la crête, c'était ça que je lui avais écrit, et elle l'a repris avec ses mots, et c'est beaucoup plus juste encore. Mais c'était assez précis quand même sur ce film, le texte. J'étais seul, je pensais, et en fait, il y a une moissonneuse batteuse qui est arrivée. Ah ouais. Ouais, c'était impressionnant, ça m'a fait un peu peur, ouais. Je fais demi-tour et je me suis retrouvé face à face avec une ombre. Je pensais que c'était une biche ou un daim. Ouais. En fait, c'était un sanglier. Ouais. Ah ouais, c'est dangereux. Et des fois, ça peut charger, hein, les sangliers. C'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que les comédiens sont plus angoissés que les non-comédiens en fait. Donc les non-comédiens, la direction d'acteur, alors en même temps j'apprends, c'est-à-dire que c'est aussi l'idée des courts-métrages, c'est d'apprendre en faisant et c'est pas d'arriver plein de certitudes. Et du coup j'ai appris des choses sur un peu la direction d'acteurs et de non-acteurs. Aussi des questions toutes simples, est-ce que la caméra est proche, est-ce que la caméra est loin? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des non-acteurs qui peuvent être très gênés si la caméra est proche. Enfin, ça change quand même la disposition du jeu. La fatigue aussi, bon, Édouard, lui, peut tenir très très longtemps, être assez constant. C'est toujours une variation autour d'un texte. Et après, il peut y avoir des petits ornements, des petites choses, mais je pense que la différence, c'est par exemple, je sais pas, je dis aux non-acteurs de regarder le paysage, ils me livrent quelque chose d'eux-mêmes que je trouve bouleversant et je leur dis vraiment rien. Enfin, je leur dis regarde le paysage. C'est le cas de Simon à la fin, le 3e personnage, c'est le cas du personnage féminin qui regarde le ciel. Et moi, je trouve que ça dévoile quelque chose d'eux qui est très beau. Si je disais à Edouard Sulpice de regarder le ciel, il fallait que je lui donne une indication de pourquoi. Donc il y a une petite différence à cet endroit-là de ce que livre un acteur, de ce que livre pas un acteur et de ce que livre quelqu'un qui n'est pas acteur. Oui, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui a un lien peut-être avec le magique de la musique médiévale, qui intervient au début, à la fin, éventuellement au milieu, et que dans quelque chose de très concret, des gens qui se promènent et qui se disent des choses, et qu'il leur arrive des choses plus ou moins fantasques, plus ou moins banales, que tout à coup il y ait le surgissement de quelque chose de beaucoup plus onirique ou étrange, et qui pour moi relève juste du fait que moi je suis capable de passer des heures dans la forêt à rien faire, à être assis sur une souche, je suis très bien. Et c'est des moments à la fois sensoriels et sentimentaux. Enfin, il se passe beaucoup de choses, moi, quand je vis ces moments-là,
qui dépassent un peu juste le phénomène d'être assis sur une souche. Enfin, c'est-à-dire que juste on est là et on fait attention à ce qui nous entoure, aux oiseaux, on fait attention au bruit, au vent. Je trouve que ça aussi, ça ouvre comme ça une sensibilité où on se rend peut-être plus disponible et plus sensible aux lumières, au vent, enfin tous ces trucs, bon, parce que ça marche quand même sur quelque chose de très sensoriel, plus que sur une compréhension, je dirais, très classique d'une narration. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que c'est organisé. C'est comme ça que j'ai réussi à faire. Et donc, du coup, le rêve, je trouve, permet d'avoir quelque chose de très... ouais, qui dépasse un peu l'intelligence et qui dépasse un peu une réception un petit peu cartésienne, quoi, quelque chose de plus... on se laisse avoir par quelque chose de plus implicite. Dans la musique médiévale, et donc particulièrement les troubadours, donc c'est 13e et 12e siècle, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup la question amoureuse dans la poésie de cette époque-là, qui est très raffinée. Enfin, c'est pas du tout l'image qu'on en a des troubadours, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez précis, raffiné, c'est des jeux assez complexes. Et en même temps, c'est des musiques que je trouve très émouvantes, avec des très vieux instruments qu'on n'entend plus. Voilà, donc la musique qu'on entend dans Et quand l'eau viendra un petit peu, et dans Belle Compagnon beaucoup plus largement, c'est une histoire d'amour en fait. C'est un amant ou une amante qui attend son amant dans la forêt parce que c'est le moment un peu privilégié, c'est la nuit, ils peuvent se retrouver parce que c'est un amour un peu infidèle. Et en même temps, ils s'attendent et l'autre ne vient pas. Il y a quelque chose qui me touche là-dedans, peut-être aussi dans ma vie personnelle, mais je trouve intéressant de le déplacer et de dire que c'est les amants, c'est le promeneur et la forêt. C'est le promeneur qui a perdu sa forêt et la forêt qui a perdu son promeneur, enfin quelque chose un peu comme ça, qui est peut-être le sentiment, l'émotion qu'on peut avoir à être attaché à un endroit, à un lieu, et que moi je trouve très important. Enfin, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'écologie, là il y a les canicules, tout ça, etc. Mais il y a quelque chose d'abord à retrouver pour moi au niveau juste d'être émerveillé par ce qu'on voit. Et toi, du coup, ça va là-haut? Ouais, écoute, ça va. On a un piquet-pêche qui va se balader dans le jardin tous les jours. Ouais. C'est quoi ça comme oiseau déjà? Moi j'aime bien, il y a une pudeur quand même quand on est dans les milieux un peu ruraux, entre guillemets. Enfin, moi cette pudeur, elle me plaît. Enfin, dans Les Flamands chez la Lune, c'était plus de l'ordre des confessions. C'était un personnage qui parlait, lui, de ses problèmes. Et je me souviens avoir montré le film à des gens de ma famille, voilà, qui sont des Alpes de Haute-Savoie et qui sont pas forcément des gens cinéphiles, qui ont vraiment grandi. Enfin, c'est vraiment des montagnards. Et quelque part, ils se défendaient un petit peu du registre d'un jeune homme qui va se confier sur ses sentiments. Et en même temps, quand je leur montrais Quand l'eau viendra, et que tout à coup c'était deux monsieur comme ça qui se racontent des trucs dans un phrasé qui est vraiment le phrasé du promeneur, quoi. C'est-à-dire que c'est pas moins fantasque que la réalité. Enfin, vraiment, j'ai des discussions dans la forêt, des fois c'est vraiment lunaire. Et je trouvais il y avait une sensibilité à cet endroit-là et peut-être qu'il y avait quelque chose d'encore plus intime en fait, à essayer de trouver, pas être pudique pour être pudique, mais à ce qu'il y ait une pudeur et que cette pudeur, elle se réfléchisse après dans ce qui est autour d'eux. Et qu'après, de temps en temps, ils puissent se dire les choses très franchement, mais pas qu'on s'étale forcément. Voilà, chez Rohmer, il y a une matière littéraire qui est quand même qui est très agréable. Il y a une sorte de joie de l'écoute de ces dialogues, d'une création de dialogues assez sophistiqués. Moi, quelque part, je cherche quelque chose autour d'une espèce de dialogue qui est un peu... les gens se racontent des anecdotes et leurs histoires dans la montagne. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme intérêt à ça? Parce que c'est quelque chose qui existe et qui, pour moi, qui fait partie de la réalité très tangible, quoi. Et c'est des moments que je trouve très beaux, en fait. On sait faire quoi, nous, maintenant? On s'est tapé sur des ordis. On devrait peut-être mieux disparaître, non? J'avais une idée de suite à nouveau dans le même lieu, c'est-à-dire faire un 3e film dans le même lieu, mais en hiver, parce que j'ai jamais fait de film en hiver et que c'est aussi pour moi la question de faire des films selon les saisons. Parce que c'est le même lieu, mais c'est la beauté du paysage en hiver, à l'automne, au printemps, à l'été, c'est pas du tout pareil. Et quelle poésie on peut trouver et différemment. Mais là, je crois que l'autoproduction et les tournages vraiment sans argent, c'est quand même très fatigant, ça prend beaucoup de temps, c'est toujours un peu galère. Là, il y a quand même un peu l'envie de faire produire. Alors, le grec, il y avait un peu d'argent, évidemment, mais là, il y a un peu l'envie de faire produire de manière un peu plus traditionnelle des films. Et je crois aussi parce que là, j'ai un projet de moyen métrage donc, qui est écrit.
que j'avais présenté au festival Côté Court dans le cadre d'une bourse, et qui là qui est un film un peu plus narratif, c'est-à-dire que j'ai envie de garder un peu ces registres de dialogue où on parle du nom des montagnes, du nom des plantes, de ce genre de choses, mais l'inscrire dans une narration un petit peu plus construite, un petit peu plus précise, pour aussi ouvrir peut-être à davantage de spectateurs, mais tout en gardant vraiment l'identité de ça. Et puis surtout aller sur un format plus long, parce que ce sera un format de 45 minutes avec 5 ou 6 personnages, où je referai jouer Edouard Sulpice, je referai jouer mon oncle aussi, voilà, qui jouerait un esprit promeneur dans la montagne. Donc il y a une envie un peu de continuer à creuser ce sillon-là, mais en l'approfondissant. C'est un moine qui loue la Vierge Marie. Il le fait en peignant son nom en lettres d'or, d'azur et en rose. Et chaque couleur a une signification.